Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans notre 7e émission de Bordeaux en lutte. Quelques jours après l'entretien entre Philippe Poutou et Barbara Stiegler, nous nous penchons aujourd'hui sur la vie étudiante et leur précarité. Nous étions le 9 mars sur le campus de l'Université Montaigne pour un événement repas solidaire, festif et politique. Nos enregistrements réalisés mardi ont souffert, hélas, de gros problèmes techniques. Alors la vie étudiante La non-vie étudiante du coup. Bonjour. J'aimerais que, avant toute chose, tu te présentes, tu nous dises quelle est ta situation actuelle en tant qu'étudiant, où tu étudies, et aussi tout ce que tu peux nous dire sur ta situation actuelle en tant qu'étudiant. Je m'appelle Jonas Cerisier, je suis actuellement étudiant en master de droit des échanges euro-méditerranéens à Bordeaux-Montesquieu. J'habite au Crous de Pessac, donc juste à côté de l'université. Je travaille depuis 3 ans à côté de mes études pour pouvoir subvenir à mes besoins totalement, parce que je peux avoir aucune aide de mon père, puisque j'ai plus que mon père qui peut m'aider. Je suis tout seul, même des fois c'est moi qui l'ai aidé plusieurs fois, financièrement. Et donc je travaille à McDo entre 20 et 25 heures semaine, en plus de mes études, pour pouvoir payer ma nourriture. Je suis boursier également, comme je peux aller au Crous, je suis boursier. Et je travaille à côté pour pouvoir vivre un peu mieux qu'avec seulement la bourse qui est donnée, qui est hauteur de 400 € par mois. Et du coup, là-dessus, il faut payer le logement. Et je travaille pas à côté de mon logement, donc j'ai besoin de me déplacer. Donc heureusement, j'ai une voiture, mais ça engrange des frais aussi supplémentaires et j'habite à 20 minutes du travail. Une petite précision, mais qui est d'importance dans la situation précaire de nombreux étudiants. Quel est ton budget une fois que tu as payé ton loyer, que tu as tes frais de voiture, tous tes déplacements, tes études? Quel est ton budget nourriture? Est-ce que tu arrives à te nourrir correctement tous les jours? Ou est-ce que tu fais, comme beaucoup de tes confrères, un repas par jour? Est-ce que tu es dépendant d'associations, de solidaires? Non, encore, j'ai une bonne solution parce que j'ai pas perdu mon travail. Déjà, j'ai pu garder mon travail, notamment au deuxième confinement où j'étais à la limite de pouvoir, c'est comme à McDo, ils font des CDI, c'est-à-dire que j'avais une période d'essai, donc on rentrait dans le confinement au moment où ma période d'essai allait changer, mais c'était encore, je savais pas, c'était vraiment une incertitude au niveau du confinement, ce qui allait se passer sur ma situation. J'étais rassuré là-dessus, déjà, mais je peux me nourrir correctement parce que notamment le soir, j'ai McDo qui fournit le repas déjà du soir, donc ça enlève un repas, et ensuite avec les repas du Crous à 1 €, j'arrive à me nourrir, et puis même à côté, j'arrive à me nourrir correctement. J'ai encore beaucoup de chance là-dessus parce que j'ai mon travail et parce que je peux me nourrir aussi à McDo. À titre personnel, comment tu ressens cette pandémie, ces problèmes de cours en présentiel et en visio, ton niveau de stress, ton niveau de mal-être par rapport à la situation? C'est quand même assez difficile en ce moment parce qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer, parce que par exemple moi, normalement dans le cadre de mon parcours, on était censé faire les cours même au Maroc, sauf que au final on a supprimé toutes les bourses pour pouvoir partir ou quoi que ce soit parce qu'ils voulaient pas nous envoyer, alors que là-bas finalement on s'est trouvé avec une solution totalement différente où les cours étaient possibles en présentiel. Ça aurait pu être une toute autre chose, enfin vraiment une toute autre année. Et aujourd'hui, on se rend compte que certains profs marocains vont décider de faire les cours en présentiel, alors que nous, on va se retrouver à faire du distanciel ou avoir des difficultés, plus de difficultés en tout cas pour suivre les cours. Et du coup, il y en a certains qui ont les moyens qui vont partir dans mon master, qui vont essayer de partir coûte que coûte, sauf que moi, je peux pas me permettre parce qu'il faut un travail toujours à côté et sans autres aides, je peux rien faire. Et ça aurait pu, oui, vraiment changer beaucoup. Et puis là, tout le semestre en distanciel, avec des problèmes de connexion, enfin,
c'est toute une organisation qui est vraiment compliquée. Ça fait maintenant 1 an qu'on est dans cette situation. On sort pas de ma chambre. Moi, j'ai une chambre de 20 mètres carrés. Je fais 2 pas, je suis sur mon lit. Je fais 2 pas, je vais dans la cuisine. Il y a beaucoup de choses qu'on peut plus faire et moi, j'ai besoin et je pense qu'on est beaucoup à vouloir beaucoup sortir. Enfin, en tout cas, sortir au moins, dehors, se balader ou quoi que ce soit. Mais si maintenant, avec le couvre-feu à 18h, dès qu'on finit les cours, moi, faut déjà que je file au travail. Mais en même temps, des fois, j'avais des périodes où je pouvais sortir au moins un peu, pour prendre l'air, mais maintenant avec 18h, je peux plus faire ce genre de choses. Et puis même quand je finis mes cours en milieu d'après-midi, ça fait plus que 3 heures. Mais sauf que si on veut aller voir, par exemple, aller en ville, sur les bords de quai, déjà ça prend déjà 1 heure. Donc tout devient compliqué en fait dans cette situation et c'est vraiment. Enfin, j'espère que ça va vraiment changer vite parce que c'est vraiment pas tenable sur le long terme. Et ça m'inquiète aussi pour les diplômes parce que malgré tout, qu'est-ce que ça va être ces diplômes qu'on a eu par Zoom. Maintenant, même certains profs nous appellent les zoomers, une certaine génération, et on ne sait pas ce que ça va donner ces diplômes-là. Et est-ce que quand on va rentrer sur le marché du travail, on va avoir accès? Est-ce que on aura la même valeur de diplôme que les autres qui n'ont pas eu cette situation? Une dernière toute petite question. Qu'est-ce qui pourrait vous redonner la pêche à vous les jeunes? Déjà, c'est d'avoir retrouvé cette convivialité qu'on a à l'université, c'est-à-dire retrouver les cours tout simplement. Suite de nos entretiens avec des étudiants de l'Université de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Ludivine, j'ai 20 ans et je suis étudiante en 3e année de sociologie à l'Université de Bordeaux-Victoire. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, soit de ton installation à la fac, soit de la précarité éventuelle, avant le Covid ou pendant le Covid? La voie est libre. Ça a été extrêmement compliqué puisqu'on n'avait plus les cours en présentiel. Donc, sachant que je loge dans un appartement Crous de 9 mètres carrés, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai dû changer plusieurs fois de logement, donc de 9 mètres carrés. Et je suis arrivée vers Pessac, au village 3, qui est un bâtiment qui est pas très bien au niveau de la conformité, etc. Et donc, j'ai eu une chambre qui était beaucoup plus petite que prévu, donc j'avais même pas de cuisine, rien du tout. C'était assez compliqué, et puis quand on nous a dit qu'on avait en même temps le confinement, ça a été extrêmement compliqué, et j'ai passé le confinement en fait dans mon 9 mètres carrés. Je voyais personne, déjà que je m'étais pas fait beaucoup d'amis, etc. Donc c'était vraiment très très compliqué pour moi. Et ensuite, j'ai dû quitter mon logement parce que je ne pouvais plus vivre toute seule. Et j'ai habité du coup chez ma mère qui est femme au foyer. Et donc maintenant, je suis chez elle quelque temps. Et comme je peux pas retourner à mon logement de Crous puisque je l'ai quitté, maintenant je vis un peu partout au niveau de mes amis. En cas où si j'ai des cours en présentiel, du coup, je peux aller à Bordeaux. Soit je dors chez mes amis, soit je dors chez mon frère et en contrepartie, je dois payer un petit loyer. Et j'imagine que ça se ressent au niveau de la qualité des études? Oui, complètement, parce que je suis quand même... j'ai choisi en fait une filière qui, à première vue, n'est pas très compliquée, la sociologie, mais j'ai choisi quelque chose, par exemple, préparation concours. Et à cause de ça, en fait, j'avais comme ambition, avant le confinement, enfin avant tout ça, de partir en école de journalisme. Et à cause de tout ça, en fait, ça a vu mes perspectives à la baisse. C'est-à-dire que j'avais pris préparation au concours, qui est quand même un programme assez chargé en sciences politiques, en économie, en sociologie. Et au final, je me rends compte que c'est beaucoup compliqué, surtout en distanciel, en fait. Et on a énormément de travail et j'ai l'impression que les professeurs ne s'en rendent pas compte. Et ne voient pas que pour eux, comme on est chez nous, donc on travaille pas, et donc ils nous donnent plus de boulot pour nous mettre dedans, alors qu'au final, ça nous enterre. Et ça se ressent énormément avec moi, surtout que j'avais comme ambition de faire les concours dans toute la France, dans les écoles de journalisme, mais au final, je vais pas en passer, parce que je me sens pas prête, je suis pas préparée. On me donne énormément de boulot qui, au final, ne me prépare même pas à mes écoles. Donc j'ai abandonné l'idée alors que c'était mon rêve de devenir journaliste.
Et au final, j'essaye de voir un peu où je peux aller, etc. Donc oui, c'est extrêmement compliqué. Au niveau relationnel, ça se passe comment avec les amis ou au niveau loisir? C'est très simple, on fait plus grand-chose du coup. On essaye. En plus, il y a le couvre-feu, ce qui nous embête encore plus parce qu'en fait, on finit les cours à 17h30 et quand c'est en présentiel, tu rentres chez toi et puis tu sors plus. Ça peut nous arriver des fois de nous voir et en fait, ce que va faire le couvre-feu, c'est qu'on se voit beaucoup plus tôt et on peut plus sortir. Donc on est entassé parce qu'on veut se voir, etc. Et c'est pas le mieux pour le Covid en fait. Je trouve ça complètement idiot ce genre de restrictions, mais c'est pas nous qui décidons. Et niveau relationnel, j'arrive à quand même par internet, etc. à garder les contacts avec mes amis et des fois on se voit, mais c'est sûr que ça dure pas longtemps quoi. Et pour finir, des revendications peut-être, soit dans la vie étudiante en particulier, soit dans la vie politique au sens large. Je suis pas très engagée politiquement, mais j'essaye de m'intéresser puisque vu que je veux faire des études là-dedans, enfin dans le journalisme, etc. Il faut bien que je m'intéresse par rapport à mes études aussi. Des revendications, le fait que le gouvernement ne prend pas trop en compte l'aspect étudiant. Bien sûr, ils ont essayé de faire des choses en essayant de donner 150 € à chaque étudiant boursier, des aides par-ci par-là. Au final, on se rend compte que la précarité, elle est toujours là. Par exemple, on donne beaucoup aux boursiers. Je le suis, je suis échelon 7, etc. Mais on donne beaucoup aux boursiers et au final, on se rend compte que c'est souvent ceux qui n'ont même pas la bourse qui sont les plus précaires. Et ça, on prend pas en compte ça et c'est maintenant en fait que le gouvernement s'en rend compte. Ah zut, en fait, on a des étudiants et on les avait complètement oubliés et que c'est maintenant que à cause du confinement et qu'on voit que y a eu des suicides, etc. qu'on se rend compte. Ah mais oui, en fait, c'est eux qui vont nous remplacer plus tard. Et ça me désole énormément qu'il a fallu qu'il y ait tout ça pour qu'on soit vu quoi. Oui, dans ce domaine aussi, le Covid aurait été un révélateur de beaucoup de détresse. Merci. Véronique, je suis militante de Bordeaux en lutte et nous sommes ici pour converser avec un étudiant qui vient du Bénin. Bonjour, j'aimerais que tu me dises comment tu t'appelles, d'où tu viens, pourquoi tu es en France et je te laisse la parole. Bonjour, avant tout je tenais à préciser que je n'aimerais pas qu'on me filme pour une question de l'anonymat. Et je suis Francis, étudiant béninois. Et présentement, je suis résident à Gradignan. Donc, j'ai accepté volontiers participer à cette interview pour pouvoir contribuer aux actions de cette structure qui lutte en faveur des étudiants qui sont dans la précarité. Tu es en France depuis quand et comment es-tu arrivé en France? Pour quels motifs, quelles études? Et ensuite, si tu as eu des problèmes au niveau administratif pendant ton séjour en France ou pour ton arrivée en France? En fait, je suis en France depuis septembre 2018. Et bien avant, j'ai eu à travailler. J'ai 7 ans d'expérience dans la prise en charge des enfants et adolescents. C'est-à-dire que j'avais travaillé dans une association internationale qui est, disons, répandue dans 135 pays. Et cette association accueille les enfants orphelins et abandonnés. Dans cette association, j'ai occupé le poste d'éducateur pour internat. Donc, j'ai eu des contacts avec ces adolescents et ces enfants orphelins et abandonnés. À travers ces contacts, j'ai constaté beaucoup de difficultés sur le point psychosocial de ces enfants. Donc, je me suis beaucoup interrogé. Est-ce que je ne veux pas me permettre d'entamer une formation qui va me permettre d'avoir plus de connaissances pour mieux accompagner ces enfants? Donc, j'ai beaucoup réfléchi avec certains amis. J'avais des amis ici déjà en France. Ils m'ont parlé un peu de formation. C'est eux-mêmes qui m'ont motivé d'ailleurs, puisque
Ils me disent qu'arriver en France, vraiment, je pourrais avoir une bonne formation vu que j'ai déjà une expérience professionnelle. Déjà, même mon dossier sera vraiment accessible. Ça va être facile de m'accepter dans une école. Donc, c'est comme ça que j'ai mûri le projet avec d'autres collaborateurs. Ils m'ont vraiment encouragé et j'ai postulé. Et j'ai eu la chance d'avoir une formation dans le domaine du développement de l'enfant et de l'adolescent. C'est ainsi que, à travers toutes les courses que j'ai menées, j'ai pu réunir tous les documents qu'il faut pour avoir le visa et l'envol pour la France. Maintenant, Francis, tu travailles avec des structures sociales françaises. Tu pourrais nous parler un peu des structures avec lesquelles tu travailles, si tu as eu des difficultés administratives, si tu as toujours des difficultés administratives. Et est-ce que tu te sens indispensable par rapport aux enfants qui te sont confiés ici? Je voudrais revenir un peu sur comment j'ai eu ce boulot. En fait, ça n'a pas été facile. Ne connaissant personne, j'ai postulé un peu partout. Et c'est à travers mon CV qui retrace un peu mon parcours professionnel que il y a une association qui m'a appelé pour un entretien. Et c'est de là que j'ai pu obtenir ce poste de veilleur de nuit. Et il me faisait comprendre que le veilleur de nuit est très important pour cette structure parce que cette structure accueille des enfants autistes et psychotiques. La nuit, c'est souvent compliqué pour eux. Donc, une personne qui vraiment est à l'aise avec les enfants et qui connaît un peu les enfants en difficulté, les enfants qui sont dans le handicap, qui a vraiment une notion de développement de l'enfant. Donc, ils ont été vraiment intéressés non seulement par mon parcours professionnel et aussi ma formation actuelle en psychologie. Si je comprends bien, Francis, dans la semaine, tu fais tes études à l'université et la nuit, tu travailles avec ces enfants pour être leur ange gardien de nuit. Et alors, le samedi et le dimanche, tu peux te reposer ou tu travailles aussi? Je travaille la nuit, mais c'est uniquement les week-ends. On s'est arrangé pour que vraiment je puisse faire mes cours en semaine. Même si parfois on me sollicite pour la semaine, au cas où il y a un remplacement. Donc je peux travailler une fois au moins dans la semaine. Et généralement c'est le week-end que je travaille maintenant. Donc j'essaie de m'adapter, c'est pas facile, mais on fait avec, on n'a pas le choix. On est là pour aider les enfants, les adolescents, c'est un peu moi ma vision. Même si j'ai pas d'enfants, j'ai pas encore d'adolescents, mais vraiment j'éprouve beaucoup de plaisir à pouvoir accompagner les jeunes et les adolescents. Je suppose que tu as obtenu un titre de séjour et un permis de travailler ou l'équivalent. Et j'aimerais savoir si tu es très tranquille sur le plan administratif avec tout cela. Alors, effectivement, il faut avoir le titre de séjour ici, d'abord pour étudier et pour travailler. Et le titre de séjour, c'est un titre de séjour étudiant. Le titre de séjour étudiant permet d'avoir 60% d'heures de travail. Donc, ça tourne autour de 999 heures de travail pour un étudiant en comptabilisant l'année, toute l'année. Donc, ce qui est un peu compliqué dans cette histoire, c'est que à chaque année, il faut que je renouvelle le titre de séjour puisqu'on me donne un délai de 1 an. Donc, ça fait depuis 2018, j'ai toujours renouvelé le titre de séjour chaque année. Et ça donc, se passe c'est un peu ça. Quand tu dois aller à la préfecture? Bon, si tous les documents sont réunis, il n'y a pas de problème. Quand il y a un document manque, on te rappelle qu'il y a un document qui manque. Seulement qu'avec le Covid actuellement, et ça met un peu de temps, j'ai certains amis qui ont des difficultés sur cet aspect. Au vu de tout ce que tu viens me dire, je tiens à te remercier au nom de tous ces enfants dont tu t'occupes avec autant d'attention. Et je voudrais savoir maintenant, pour terminer, quels sont tes projets dans l'avenir? Étant donné que ma passion, c'est vraiment d'accompagner les enfants en difficulté, donc à la fin de mes études, je pense pouvoir avoir le titre de séjour pour travailler en France et pouvoir changer de statut étudiant, statut travailleur. C'est vraiment très important pour moi, pour pouvoir vraiment mettre mes connaissances en faveur de ces enfants, de ces associations, et aussi pour le développement éducatif des enfants français.
Francis, vraiment merci d'avoir consacré du temps à nous répondre. Nous avons parlé des étudiants, nous avons obtenu certains témoignages d'un étudiant étranger, d'autres étudiants à la faculté en live, mais il nous faut aborder un problème, celui des apprentis. Je suis avec Nordine qui va nous en parler plus précisément, sachant qu'il y a plusieurs statuts d'apprentis, les apprentis salariés, les apprentis en formation au CFA et les apprentis à l'heure actuelle qui ne trouvent pas de stage. Nordine. Bonjour, donc là c'est avec du coup cette fois ma casquette de restaurateur que je vais répondre à tes questions et parler notamment des apprentis, puisque j'ai en effet un apprenti au sein de l'équipe du restaurant que je gère, qui s'appelle le restaurant La Jeune Garde au passage, et donc qui subit les problématiques actuelles liées au fait que les restaurants sont fermés et du coup au fait que il n'a pas d'emploi. Alors lui, dans son cas, il a la chance d'avoir des cours en présentiel. Il y a un mix entre les deux. Il a des cours en présentiel et des cours en visio. Pour le premier confinement, il avait que des cours en visio et déjà il avait très peu de cours. Et le peu qu'il a eu, c'était qu'en visio. Et là, c'était le décrochage total. D'autant plus que mon apprenti a la particularité, mais qu'ont aussi beaucoup d'apprentis en France, c'est pas le seul, d'avoir été allophone il y a 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il parlait pas français. Donc il est en même temps, il apprend les subtilités de la langue, parce que malgré le fait qu'il soit apprenti en cuisine, on a besoin d'un vocabulaire large. Alors ce qui est aussi une chance pour lui, même si je digresse un peu parce que au final, moi je me répète à dire souvent que la cuisine c'est une langue à part entière et donc du coup souvent ils sont à pied d'égalité quand ils arrivent en première année de cuisine. Hein. Personne sait ce que c'est un chinois, personne sait ce que c'est une mandoline, personne. Donc on apprend à pied d'égalité ce vocabulaire-là. Mais ce qui en effet a entraîné beaucoup de problèmes sur les cours en distanciel parce que on remplacera jamais le travail effectif d'un professeur qui peut venir à ta table t'aider plus précisément quand c'est toi ou à ton poste de travail quand c'est dans un CFA. Et donc là, il est très content. Et en plus, la cuisine, qui est quand même une matière vivante, avec laquelle on a besoin de on peut pas avoir que des cours théoriques de cuisine, enfin ça semble compliqué, on a besoin d'avoir des cours pratiques et du coup tout ce premier confinement où il avait pas de cours en présentiel, c'était assez compliqué pour lui de pouvoir progresser là-dessus. Et donc du coup maintenant il a des cours en présentiel, c'est un mix entre les deux. À côté de ça, du coup, il a plus de stage, il a plus de travail en entreprise avec le chef de cuisine et donc il est la plupart du temps, puisque le CFA c'est une fois toutes les 3 semaines, une semaine toutes les 3 semaines. Il est la plupart du temps seul chez lui et ça je pense que c'est la situation psychologique de beaucoup d'apprentis. Alors, on va demander quelques petites précisions et puis ensuite je te parlerai de ces apprentis dont on a beaucoup entendu parler sur notre territoire en France, où des patrons ont fait la grève de la faim, où on a donné à ces jeunes étrangers qui sont là pour apprendre un métier des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français. On va parler aussi un peu des salaires, parce que certains arrivent encore à avoir un minimum, mais d'autres sont dans la plus grande précarité. Et on sait également que ils sont souvent issus, par le biais de cette sélection scolaire, ils sont le plus souvent issus de familles qui sont elles-mêmes peu aisées et dans la précarité. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu aussi des salaires, par exemple, des conditions de vie de ton apprenti. Est-ce qu'il a un loyer? Est-ce qu'il est hébergé? Etc. Sur mon apprenti particulièrement, c'est ce que je te disais en préparation, j'ai pas les salaires exacts des apprentis cuisine parce que nous on a fait les choix de verser des salaires supérieurs à la norme. Je crois que en dessous de 17 ans de mémoire, c'est entre 400 et 500 euros. Au-dessus, entre 17 et 18, on doit atteindre les 700 peut-être. Et puis après, au-dessus de 18, on doit atteindre les 80% du SMIC. Mais de mémoire, je suis pas certain. Voilà, et t'as entièrement raison de parler. Alors mon apprenti a la chance d'être hébergé. Il y a beaucoup d'apprentis et notamment en cuisine quand tu rêves de travailler dans un restaurant, il y a des gens qui rêvent de travailler avec des chefs qui doivent payer leur logement et clairement qu'on se le dise, un salaire d'apprenti ne permet pas de pouvoir vivre. Enfin, c'est de l'argent de poche. Un vrai salaire d'apprenti à entre 16 et 17 ans, donc je crois que c'est 450 sans me tromper, c'est de l'argent de poche. J'exagère évidemment, personne n'a eu cet argent de poche là, mais je veux dire ça permet pas de payer des loyers, des charges fixes et toutes ces choses là. Après tu m'as posé la question des apprentis en EQTF. Alors
C'est pas le cas de mon apprenti, j'ai beaucoup de chance. En effet, j'ai suivi l'actualité, j'ai vu que c'était le cas. Il y a eu le cas de l'apprenti boulanger. Voilà. Moi, j'avoue que l'action du boulanger en question, voilà, c'est le genre d'action que tu regardes les yeux émerveillés, de voir, parce qu'en plus, ce mec, c'est comme souvent. Je crois pas que c'était un militant particulier. C'est juste des réactions humaines, quoi. Et puis ça me permet de dire, tiens, puisqu'on en parle, qu'il y a dans le Blayais, il y a aussi Silima. Il y a une lutte exemplaire qui est menée par des militants du Blayais, et notamment même son patron, c'est à Leclerc. Je sais pas si c'est à Blaye même, mais en tout cas c'est dans la région. Et il y a Silima qui est victime d'une OQTF, et alors qu'il a un travail que lui en plus il est dans un territoire où on a besoin de travailleurs et où en plus, même si j'aime pas du tout prendre l'immigration sous cet angle-là, mais quand même quand on les entend toujours dire immigration choisie et tout, enfin là on est clairement dans l'immigration choisie. Enfin je crois qu'il est en boucherie lui, si je dis pas de bêtises. Enfin tout le monde est très content de lui, tout se passe très très bien, et bam, t'as quand même une OQTF. Donc c'est vrai que c'est un problème récurrent. J'en connais un qui est d'ailleurs défendu par une camarade à nous, Maëlys, qui a une OQTF alors qu'il était en travail, Souleymane, et qui a un patron aussi extraordinaire qui se situe à Bordeaux. Donc on a rencontré et qui a décidé de le garder en convention de stage et de maintenir son salaire, parce qu'ils n'ont plus le droit d'être employés une fois qu'ils ont le QTF, qui a décidé de maintenir son salaire et de le garder avec une convention de stage, et son foyer, puisqu'il est MNA, continue de l'héberger. Il a d'ailleurs un jugement qui sera fin mars et que Maëlys accompagne. Nous avons fait un bilan qui, à mon avis, vous permettra d'être mieux informés sur la précarité aussi de ces étudiants et de ces stagiaires qui passent inaperçus dans le paysage politique français et qui pourtant sont là à souffrir de cette précarité augmentée par la pandémie. Merci. Pour conclure, on n'oublie pas l'agenda des luttes. Samedi 13 à 11h, éclaircie pour les femmes en précarité. Dimanche 13h30, l'urgence pour l'errance féline. Samedi 20 mars, une marche internationale contre le racisme systémique, les violences policières, carcérales et judiciaires. Et le samedi 27 mars, à 11h, ce seront les postiers et les postières qui sont contre la précarité. On compte sur vous!